Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui, bien que souvent invisible, influence directement notre quotidien de leader. Je cite l'architecture scolaire au service du bien-être des personnels et des élèves. En tant que chef d'établissement, vous faites face à des murs, symboliques ou réels. Des néons fatigants, des acoustiques, épuisantes ou l'inertie d'une salle des professeurs délaissée, un espace si cloisonné que les personnels ne se rencontrent pas. Or, l'espace n'est pas neutre, hein. Il est le troisième manager de votre établissement. Nous savons que vous cherchez des arguments pour, justifier les investissements auprès des collectivités, des leviers pour, transformer ces espaces oubliés en lieux de collaboration et de ressourcement. Et pour prendre un petit peu de hauteur, sur ces défis et vous donner des leviers d'action concrets, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Clerc. Pascal, tu es géographe, spécialiste de la géographie des espaces scolaires et auteur de l'ouvrage, j'aime à le redire, l'ouvrage, «Émanciper ou contrôler les élèves et l'école au XXIe siècle» aux éditions Autrement. Heu, Pascal, bienvenue dans cet entretien. Merci pour l'accueil. Sur, cette partie, des fondamentaux, je vais, rentrer, très simplement avec une première question. Pascal, quel est, en fait, aujourd'hui, le socle de connaissances établi par la recherche sur, l'impact de l'architecture, scolaire sur le bien-être, sur la santé et sur les performances cognitives des usagers? Et j'entends par usagers, élèves et personnel d'un établissement scolaire. Alors sur cette question, voyez, je dirais qu'il y a 2 types de travaux. D'une part des travaux, plutôt, anglophones, qui font des analyses quantitatives et qui, permettent, d'évaluer à quel point, la densité, le bruit, la lumière, les couleurs peuvent intervenir, peuvent avoir un effet sur les apprentissages. Alors avec, des estimations, hein, qui sont faites parfois, autour de 10. Hein, les espaces participeraient, à hauteur de 10, hem, aux apprentissages, que ce soit en positif ou en négatif. Cela étant dit, moi je suis assez dubitatif vis-à-vis de ces travaux. Alors, ils ont le mérite, d'exister et de poser quelques bases, mais ça me paraît extrêmement complexe, en réalité, de faire ce type d'évaluation et c'est aussi ce que disent certains de mes collègues, tant, les choses sont mêlées et tant les paramètres sont pluriels. Simplement pour prendre un exemple, je peux être, moi-même, en bonne forme, un jour, en moins bonne forme le lendemain et ça va aussi participer de ma manière d'apprendre. C'est-à-dire on peut pas neutraliser les autres paramètres. Pour ma part, je m'appuie plutôt sur des études qualitatives, heu, qui sont faites, que je fais moi-même ou qui sont faites d'ailleurs par un certain nombre de mes collègues. Des études qualitatives qui, pour l'essentiel, mettent en avant, 3 critères. Heu, 1°, la densité et dans un établissement scolaire, gérer, la question de la densité, ça me paraît être quelque chose d'essentiel et de très compliqué. Hem, je pense aux couloirs, hein, qui vont être totalement vides à certains moments et saturés à d'autres, simplement parce que l'organisation de l'espace-temps scolaire fait que tout le monde va être dehors en même temps. Donc, puisqu'on ne peut pas toujours pousser les murs des couloirs, comment agir, sur ces temporalités, cet espace-temps scolaire? Donc d'une part la densité, d'autre part le bruit, et troisièmement, la lumière. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que, heu,
ces paramètres en réalité, sont pensés depuis très longtemps et celui qui est pensé depuis le plus longtemps, c'est la lumière. C'est-à-dire que quand on réfléchit à l'architecture des salles de classe, il y a un moment important qui est les années 1860-1870 au moment où on va construire massivement des établissements scolaires. Eh bien, il va y avoir des préconisations extrêmement précises sur la lumière, en insistant sur le fait que la meilleure lumière, c'est la lumière naturelle. Et donc il va falloir de grandes ouvertures et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre d'établissements, anciens. Alors, ce qui peut aussi poser problème parce que grandes ouvertures, ça veut dire beaucoup de lumière qui rentre et parfois beaucoup de soleil, ce qui peut, donner un effet de serre ou même, avoir, enfin, trop de lumière par rapport à des nécessités de projection, par exemple, hein, si on veut projeter un film ou des images. Mais en tout cas, ces 3 paramètres paraissent extrêmement importants et on voit bien que, on ne peut pas jouer de la même manière, sur ces 3 paramètres. Comme je le disais, par rapport à la question de la densité, c'est pas toujours évident, de jouer sur le paramètre densité parce qu'on a un certain nombre d'élèves dans un établissement scolaire, on a une superficie de l'établissement scolaire et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut guère changer. Par contre, ce sur quoi un chef d'établissement peut agir, mais je sais que c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est justement essayer de faire que les espaces-temps, soient désynchronisés, hein, de manière à ce qu'il y ait pas des moments de surdensité et d'autres moments où les espaces sont totalement vides. Hem, donc voilà, ce sont les principaux paramètres et donc plutôt du qualitatif que du quantitatif pour ce qui me concerne. Tu parles souvent de la notion de géographie, des espaces scolaires ou des espaces, d'apprentissage, mais au final, quel concept clé, un chef d'établissement doit-il maîtriser pour, comprendre, comment l'espace, fabrique ou induit sur les comportements? Alors moi, je parle de géographie parce que j'ai une approche de géographe, hein, mais un architecte va avoir un regard un tout petit peu différent, un psychologue peut envisager, la question spatiale d'une autre manière. Pour, pour un chef d'établissement, moi je pense que le point de départ, ce sont les paramètres que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la densité, le bruit et la lumière. Après, on a des paramètres, alors il y a souvent un 4e paramètre qui est ajouté, c'est l'aménagement des espaces. C'est-à-dire comment est-ce que les espaces sont aménagés et est-ce qu'ils sont aménagés, de manière accueillante? Ce qui n'est pas toujours le cas dans les établissements scolaires et là ça renvoie, à une longue histoire que je ne vais pas refaire ici, mais, heu, on a beaucoup pensé, que ce soit à la fin du 19e siècle ou dans les années 70, au moment où on construit beaucoup d'établissements scolaires, on a beaucoup, pensé l'architecture scolaire de manière un peu, je dirais, alors industrielle, ça convient pas forcément pour, le 19e siècle. Mais en tout cas, avec des modèles extrêmement, répétitifs, hein. Ça a toujours été très, 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 très cadré et finalement, une des difficultés, c'est d'avoir des locaux qui soient, aménagés de manière agréable et c'était pas pensé dans cette vision un peu industrielle, de l'organisation des espaces scolaires. Le but, c'était d'éduquer, le plus d'élèves, dans un lieu défini, et au moindre coût possible. Et on le voit bien, hein, c'est alors les choses changent petit à petit, mais les établissements dans lesquels on a des couloirs, très longs et très vides, sont encore légion. Hem Et pourtant,
les élèves, les enseignants, le personnel administratif, le personnel technique qui passe beaucoup de temps. Je dirais que, souvent, dans ce bien vivre l'espace scolaire, ce sont les élèves qui sont sacrifiés. Alors qu'ils passent parfois plus de temps que d'autres dans l'établissement. Oui, et ce sont les principaux acteurs, les principaux, habitants, tu pourrais peut-être dire, d'ailleurs des espaces, Oui. scolaires? Oui, je pense que ce serait bien qu'on puisse dire habitants, puisque ça permettrait de poser la question de la difficulté parfois à habiter, ces espaces scolaires. Même si, on a et les élèves peut-être encore plus que nous, des ressources étonnantes parfois pour habiter des lieux peu habitables. Alors justement, dans ta réponse, tu viens d'évoquer, le fait, d'éduquer et de la part de compatibilité avec la question de ce qui peut être agréable, de l'accueil. Quand on parle du bien-être, des élèves et celui des personnels, on peut se poser la question de: «Est-ce véritablement conciliable?» Et comment l'espace, en fait, peut-il aider, le chef d'établissement à gérer ces 2 priorités, parce que c'en sont vraiment, qui ne semblent pas toujours, avoir les mêmes missions. Voilà, on n'a pas les mêmes objectifs pour les élèves, on manage, des équipes. Comment, l'espace peut-il aider le chef d'établissement? Bah, je crois que c'est un alors je préfère dire l'espace et le temps, très souvent, parce que c'est un peu compliqué de séparer les 2, hein, et j'utilise d'ailleurs souvent l'expression d'emploi de l'espace-temps, plutôt que l'emploi du temps et tout chef d'établissement sait que quand il fait un emploi du temps, il fait aussi un emploi de l'espace. Hem, donc c'est la question de en effet, la question associée de l'espace et du temps. Heu, pour, pour un chef d'établissement, alors bon, concilier, si je reviens, au point de départ de ta question, concilier les besoins des élèves et concilier, les besoins des profs aussi en termes de bien-être. Alors, personnellement, je vois pas trop où est la difficulté. Hem, je constate qu'on on se préoccupe parfois, du bien-être des enseignants et pas toujours de celui des élèves, hein. J'étais dans une salle des professeurs la semaine passée et je travaillais avec un groupe d'élèves, sur la découverte des lieux et je leur avais proposé exceptionnellement d'aller dans des lieux où ils n'avaient pas le droit d'aller habituellement. Le premier lieu dans lequel ils souhaitaient aller, c'était la salle des profs et leur réaction, c'était de dire: «Ah, c'est quand même très bien, la salle des profs». Alors elle était pas exceptionnelle, hein, elle était bien, elle était relativement agréable, mais elle n'était pas exceptionnelle. Mais il y avait quelque chose qui pour eux était, le comble du luxe, c'était des fauteuils. Hem et c'est peut-être ce qui manque parfois, aux élèves dans les établissements scolaires. En tout cas des assises, qui soient un peu agréables, un peu confortables, hein. J'avais, lors d'un entretien dans un autre établissement scolaire, lors d'un entretien avec un enseignant, hem, il me répétait fréquemment au cours de l'entretien que ce qu'il souhaitait lui en termes de bien-être dans le collège, c'était, du mou et il revenait souvent sur cette question du mou. Alors, j'imaginais des poufs, différentes assises, mais où on puisse se laisser aller un petit peu, hein. Les élèves ont besoin de se reposer aussi pendant le temps scolaire et il y a finalement assez peu de temps de repos et on peut imaginer que des élèves qui, peuvent faire des pauses, se débrancher un petit peu, hein, pendant la journée, que ce soit physiquement ou intellectuellement, seront, plus à même d'apprendre, de travailler, d'avoir des relations, satisfaisantes avec les adultes et avec les autres élèves. Je dis physiquement et psychiquement parce que physiquement, bah, ça peut être le désir de s'allonger,
hein. J'ai très fréquemment des élèves me disent: On voudrait faire la sieste, on voudrait pouvoir se coucher pendant la journée». Bah, oui, ça s'entend et puis psychiquement, alors ça renvoie à une de mes marottes, enfin, je ne sais pas si on peut dire le mot marotte, mais la question de l'intimité, qui est parfois pesante, enfin le manque d'intimité qui est parfois, très pesant pour les élèves. Ça aussi, ce sont des demandes qui reviennent, hein. Ils sont en quête de lieux dans lesquels ils pourraient, se retirer un petit peu, s'isoler un peu, alors soit individuellement, soit par petits groupes, mais être toujours sous le regard des adultes, c'est compliqué et en plus ça crée une espèce de défiance, hein. Le slogan, «École de la confiance» qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, je le trouve, pas forcément, approprié à nos établissements scolaires. On est plutôt dans des logiques de défiance, hein, la surveillance permanente. Hem, on a besoin de surveiller des personnes qui potentiellement pourraient faire des bêtises avec, des effets qu'on connaît bien d'ailleurs, que les psychologues ont étudiés, je pense, ce qu'on appelle parfois l'effet golem, hein, qui fait qu'on va ressembler à l'image qu'on projette sur nous. Hem, voilà, sur ce point. Bon, très bien, je pense que là, et je te remercie, on a pu poser un petit peu, les bases, voilà, survoler, un peu les concepts, sur lesquels, s'appuyer. On va pouvoir passer à la deuxième partie, à savoir, comment en fait mobiliser, sa communauté. Avec une 1re question que j'ai envie de te poser, Pascal. Alors souvent, peut-être parfois, les chefs d'établissement peuvent se dire, «Bon, je suis débordé, il y a des urgences, je gère des crises, de violence, des tensions, sociales. Comment voulez-vous que je prenne le temps d'une réflexion, approfondie, sur l'espace?» Alors, la question c'est sur quelles données de la recherche, peut-on s'appuyer pour leur montrer que cette réflexion, pardon, n'est pas un luxe, mais au contraire un véritable levier, un levier essentiel, pour réduire, les urgences qu'ils gèrent déjà? Tu vois? Comment Oui, inverser oui, en ouais, ouais. fait, cette réflexion? Oui, bah, c'est une question, compliquée et je pense que, moi je suis, finalement assez mal placé pour y répondre parce que je vois bien, la situation des chefs d'établissement avec qui j'ai l'occasion, d'échanger et je m'en rends compte quand je suis dans des établissements scolaires. C'est finalement, donc un chef d'établissement très souvent qui me sollicite et ensuite quand je suis sur place, il a pas le temps de me parler. Parce qu'il y a justement toutes ces urgences, à Sollicitation, à régler, donc mmh, c'est en effet très compliqué. Alors, sur quoi s'appuyer? Beh, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure. On a des études aujourd'hui, qui montrent, les impacts, des aménagements, sur la vie dans l'établissement, scolaire. Mais, bon, on n'a même pas besoin de ces études-là, hein. On a des études, plus globales, qui montrent assez clairement que quand on agit, sur les espaces, ça va avoir un effet sur les comportements. Je vais prendre u un point très simple et ça pour un chef d'établissement, ça parle forcément. C'est la Je parlais de densité tout à l'heure, hein. Récréation ou intercours, tous les élèves sont dans les couloirs, très forte densité. On sait que, la densité provoque, de la violence et de l'angoisse principalement. Je rentre pas dans les détails. Et il suffit de se balader dans des couloirs d'établissements scolaires pour voir que, en effet, aux intercours, et aux récréations, lorsque les élèves sortent de cours, bah, cette densité, elle va avoir des effets avec, du bruit, de l'énervement, des bousculades, des violences et certains élèves, j'ai interrogé des petits sixièmes récemment, qui ont peur, dans un collège, hein, qui ont peur d'être dans les couloirs. Donc là, c'est juste une illustration, mais
tout le monde voit bien qu'il y a une relation entre une question spatiale, qui est la question du nombre de personnes par mètre carré, c'est-à-dire la densité, et la qualité de la vie. C'est-à-dire, si on diminue la densité, les choses vont forcément s'améliorer. Et je le répète, comme on ne peut pas pousser les murs, la question c'est de comment agir sur la densité et comment faire que tout le monde ne soit pas dans les couloirs au même moment. Ce qui est probablement assez compliqué à réfléchir dans notre modèle scolaire actuel. Hem et là, j'en rajoute une couche finalement parce que, ce que je dis, c'est qu'il faudrait peut-être réfléchir à une autre organisation des apprentissages et à, peut-être une individualisation des apprentissages. Parce que, une école, c'est un lieu dans lequel le groupe prime sur l'individu et prime sur l'individu parfois de manière un peu violente. Et en plus de tout ça, j'en rajoute encore une autre couche, c'est comment, si on arrive à mettre en place des logiques d'individualisation des apprentissages, comment faire qu'on fasse quand même société? Et comment faire qu'on soit quand même dans le collectif et pas tomber dans l'individualisme? Bah, tu vois, ça fait d'éléments, mais en tout cas, la question de la densité, c'est vraiment un levier sur lequel des chefs d'établissement peuvent agir. J'ai un peu perdu le fil du point de départ de ta question. Oui, oui, non, mais c'était, comment s'appuyer, sur la recherche, en fait, pour impulser, cette réflexion, sur les Oui, espaces, mais d'apprentissage ouais. et on voit bien ce que tu nous indiques à mobiliser et peut-être que là, j'ai envie de rebondir parce que je l'entends souvent, dans tes propos pour, t'avoir, entendu et écouté ailleurs, quand tu parles de faire classe, à une classe, dans une classe, tu vois? Ça me renvoie à ça et à l'idée de déstructurer ça aujourd'hui. Mmh, mmh mh. Voilà, je ne sais pas si ça te renvoie à quelque Oui, chose à dire, mais alors on peut le déstructurer. Hem, un certain nombre d'établissements scolaires l'ont fait, assez peu en France. Heu, l'important, je dirais, pour poser le cadre et non pas les contraintes, mais ce à quoi on ne peut pas toucher d'abord, c'est qu'on a des programmes dans des disciplines scolaires qui sont des programmes nationaux et on a des horaires, dans chaque discipline scolaire et il y a aussi du côté des enseignants, un cadre qui est un cadre horaire. Donc ça, on peut pas ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas agir et toujours avec cette contrainte, comme je le disais précédemment, de faire société et de ne pas passer de l'individualisation des apprentissages à l'individualisme. Mais pour illustrer mon propos peut-être, quelque chose que je répète, assez fréquemment, c'est que, l'individu élève qui apprend et l'apprentissage, c'est quelque chose d'individuel, hein, hem, on peut profiter du groupe pour apprendre, mais c'est toujours une personne qui apprend. Et comme nous sommes tous différents, nous apprenons tous et toutes à des rythmes différents, et de manière différente. Et donc l'exemple que je prends souvent, c'est que, lorsque la sonnerie retentit, à 10h moins 5 et que, tel élève de quatrième n'a pas terminé son travail en maths, bah, il va quand même sortir avec les autres. Parce que c'est la fin, parce que c'est comme ça. Et de la même manière, si ce même élève a terminé, depuis, 20 minutes ou une demi heure, son travail en maths, il va rester dans la salle. Il ne pourra pas aller ailleurs pour faire autre chose et éventuellement pour se détendre. Donc, la contrainte du groupe, en fait, c'est quelque chose de pesant et je crois qu'aujourd'hui, une des réflexions peut-être à conduire dans les établissements scolaires, vous voyez, tu vois, pardon, je m'éloigne de la question spatiale, mais c'est pour mieux y revenir. Un des enjeux dans les établissements scolaires,
ça serait de réussir à désynchroniser, au moins, heu, sur certains moments. Je prends un exemple, un assez simple, hein, finalement. Si, dans un collège, par exemple, le prof de maths, le ou la prof de maths, le ou la prof d'anglais, le ou la prof d'histoire géo prennent chacun 1 heure de leur emploi du temps, pour une classe, donnée, et font un bloc de 3 heures, de 14 heures à 17 heures, le mardi, pendant lesquelles les élèves vont pouvoir, avec un enseignant, puis avec l'autre, puis avec le troisième, travailler en étant accompagnés par le prof, individuellement ou en groupe, au choix, je dirais, travailler dans ces 3 disciplines. Mais peut-être que certains auront besoin de travailler plus dans l'une et moins dans l'autre. Et là, ça nous renvoie à quelque chose qui s'appelle le plan de travail, qui existe, hein, dans des tas de systèmes, pédagogiques. Le plan de travail, bah, c'est pour la semaine ou pour le mois, avoir un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de choses à faire, de tâches à réaliser, que les élèves vont réaliser en étant accompagnés par l'enseignant. Ce qui renvoie bien évidemment à une évolution de la posture de l'enseignant. Et là, c'est très géographique parce que, la posture dominante dans une salle de classe, c'est une posture de face à face. Et les salles de classe sont faites pour ça, hein, elles sont faites pour le face à face, et la posture dans laquelle il faudrait vers laquelle il faudrait pouvoir aller serait une posture de côte à côte, hein, d'accompagnement de l'élève dans ses apprentissages. Alors on peut pas être toujours dans le côte à côte, hein, on a besoin aussi du face à face, on a besoin de la transmission, on a besoin des salles de classe, mais on pourrait peut-être, réfléchir un peu plus à la manière de penser, les apprentissages de manière individuelle et différenciée, parce que je le répète, nous apprenons tous, de manière différente. Donc ce qui voudrait dire des lieux différents. Là, je reviens à la question des espaces, et j'étais parti au départ des enjeux relatifs à la densité, hein. Comment dédensifier? Eh bien, peut-être en désynchronisant, mais c'est compliqué, hein. On a on n'a pas l'habitude de penser de cette manière-là. Alors moi, j'aime bien prendre des exemples dans d'autres pays, parce que souvent, ce qu'on me dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer si les élèves sont, entre guillemets, livrés à eux-mêmes?» Si, il n'y a plus le prof pour tenir sa classe, pour, tenir le groupe. Hem Et ce que me montrent un certain nombre d'exemples, étrangers, même si, il y a des différences culturelles, c'est que, ça fonctionne, hein, et ça peut même fonctionner, très bien. Après, sur le plan stratégique, heu, je pense que on ne peut pas procéder par révolution, mais par petits pas. Par petits pas, par petites touches, hem, avec quelques enseignants, heu, quelques heures, une demi-journée, une classe. Essayer d'avancer, petit à petit pour créer un effet d'entraînement. Mmh mh. Alors justement, te l'enchaînement est tout trouvé, si on revient à cette question de comment mobiliser, sa communauté, en fait, la problématique, c'est que sur le terrain, on rencontre, souvent ce type de situation. Ah bah, dès que j'évoque un changement d'aménagement, on me répond, «On a toujours fait comme ça et de toute façon, la collectivité ne nous laissera jamais toucher au mur», puisque, voilà, ils appartiennent à la collectivité. Et mais au fond, comment le chef d'établissement peut-il transformer cette inertie en un mouvement de co-construction? Comment, aller, contre ça justement? Le Oui. changement. Mmh. Bah, co-construction, je reprends ce terme que tu viens d'employer, parce que c'est bien d'une co-construction, qu'il s'agit. On peut pas décider contre, hein. On peut pas décider contre les autres. On peut pas décider contre les enseignants.
Donc c'est bien l'idée d'une co-construction et moi je dirais co-construction avec tous les usagers, tous les habitants, des établissements scolaires, hem et même ceux qui n'habitent pas forcément les établissements scolaires et qui sont les parents. Alors je sais que c'est compliqué parce que les parents d'élèves sont pas forcément les bienvenus. C'est compliqué la relation entre l'école française et les parents d'élèves, hein. Plus compliqué que dans d'autres pays, mais là je crois qu'il y a une évolution à engager qui n'est pas simple. Donc tous les habitants, les parents, les élèves, les enseignants et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est le personnel, technique, je vais dire des établissements scolaires, hein, les personnes qui font le ménage, hem, les personnes qui, entretiennent les locaux, les personnes qui font la cuisine et le personnel administratif. Donc cette idée de co-construction, elle me paraît importante. Heu, l'autre point qui me paraît important, c'est qu'on a quelques instances qui existent quand même, déjà avec, le conseil de la vie lycéenne ou le conseil de la vie collégienne, hein. Je suis parfois surpris qu'on ne mobilise pas plus ces instances, heu, pour, pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qui enfin, comment est-ce qu'on pourrait mieux vivre dans notre établissement scolaire, hein? Je je rappelle souvent une donnée, c'est que lors de la dernière enquête PISA, alors toujours à prendre avec quelques précautions les enquêtes PISA, mais quand même, mais lors de la dernière enquête PISA, il était montré assez clairement que la France était très, très loin derrière la plupart des pays de l'OCDE, quant au sentiment d'appartenance des élèves à leur établissement scolaire. Et alors pourquoi est-ce que les élèves français ne se sentent pas appartenir à cette communauté? C'est quand même, quelque chose qui pourrait nous interroger, hein, et alors je ne veux pas, idéaliser parce qu'on a toujours tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas, l'école française, je ne sais pas si elle va bien ou si elle va mal, mais elle fonctionne et elle produit des résultats. Mais voilà, le fait que ce sentiment d'appartenance ne soit pas plus développé, ça m'interroge beaucoup. Donc je pense qu'en termes de stratégie, pour revenir au point de départ, les instances qui existent déjà, peuvent être mobilisées. L La prise en compte de tous les personnels de l'établissement et puis, peut-être aussi, pour faciliter peut-être la co-construction, hem, l la création de lieux communs, dans un établissement, de lieux dans lesquels les personnes, peuvent se rencontrer et curieusement, hem, il y a pas tant de lieux dans un établissement scolaire où les personnes peuvent se rencontrer. C'est-à-dire qu'on peut penser à la salle des professeurs, hein, où les enseignants vont pouvoir se rencontrer, mais cette salle des professeurs, ça pourrait, même je pourrais dire ça devrait, être une salle des personnels. Hem, Parce que c'est intéressant pour un enseignant de discuter avec, quelqu'un qui fait le ménage et savoir quels sont les problèmes spécifiques que rencontre la personne en nettoyant une salle de classe, par exemple. Hem, c'est intéressant d'échanger avec les personnes qui font la cuisine, mais en réalité, il y a très peu d'échanges, à ce niveau-là. Donc bon, ça, ce sont des lieux pour des échanges, un peu informels, mais ils me paraissent aussi importants que les échanges, formelle. Et dans un certain nombre d'établissements, que j'ai pu étudier, je pense en particulier à des pays d'Europe du Nord, mais j'en ai un peu marre de dire ça parce qu'on voit toujours l'Europe du Nord comme un modèle, mais il n'empêche que ça peut fonctionner. Les couloirs sont habités parce que dans les couloirs, il y a des lieux pour se poser, avec du mobilier pour se poser et des échanges qui vont pouvoir se faire entre élèves et entre adultes et élèves. Et ces échanges informels entre adultes et élèves, ils ne sont pas si nombreux. Je me rends compte par exemple qu'il y a des lieux de l'établissement où les enseignants ne vont jamais et c'est en particulier la cour de récréation. Alors on peut aller dans la cour de récréation parce qu'on va être amené à la traverser ou pour aller chercher ses élèves.
Ça dépend de l'organisation de l'établissement, mais je parle pour le secondaire. Pour le primaire, c'est un peu différent puisque ce sont les enseignants qui assurent la surveillance de la cour. Mais dans le secondaire, la cour est très peu pratiquée. De la même manière, le repas qui pourrait être un temps de partage, est un temps de nouveau qui fonctionne en silo. Hem, donc voilà, ça me paraît être quelque chose d'important. Et puis, je voulais encore revenir sur un point que tu as évoqué, «C'est comme ça a toujours été comme ça». Alors ça, c'est vraiment, ce que j'entends en permanence quand je vais faire des enquêtes dans des établissements scolaires. À tel point que parfois on ne sait pas m'expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est comme si on avait perdu la mémoire, d'un interdit ou d'une autorisation. Pourquoi est-ce que les élèves doivent traverser le hall pour aller directement de la cour de récréation quand ils arrivent? Bah, c'est comme ça. C'est voilà, on a un peu perdu, la mémoire de cela et comme c'est comme ça, bah, ça peut pas être autrement, hein. Pourquoi tel espace est interdit? C'est comme ça et ce qui est intéressant, c'est que, cette espèce de naturalisation, des situations, spatio-temporelles, en effet, ça devient un verrou, hein, un blocage. Et en particulier pour une partie du personnel qui sont les agents, parce que eux, ce sont parfois ceux qui sont dans l'établissement depuis le plus longtemps et bah, ça a toujours été comme ça et donc il y a pas de raison que ça soit plus comme ça, hein. Donc moi je trouve intéressant, d'essayer et ça fait intervenir un autre paramètre, d'essayer de prendre le temps, de comprendre pourquoi est-ce que heu, telle situation, dans l'espace et le temps, existe. Et donc cet autre paramètre, hein, c'est la question du temps. Bien sûr, souvent on veut agir vite, pour améliorer les choses. Alors il y a des choses qu'on peut faire rapidement, mais je dirais malheureusement, je crois on a besoin de temps. C'est pas en une réunion, du conseil de la vie lycéenne ou collégienne qu'on va régler le problème et notamment parce que les élèves s'interdisent beaucoup de choses, hem, justement parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que la vie puisse être autre dans l'établissement scolaire, hem ça parfois ça leur vient pas à l'esprit et il faut du temps, hein. Il faut un vrai travail, d'échange, de discussion, de construction. Hem, donc c'est difficilement compatible avec des résultats rapides. Mais il faut quand même des résultats rapides. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir au moins changer des petites choses rapidement et changer des petites choses, ça va peut-être être mettre de placer, 3 poufs dans un angle de couloir où les élèves pourront, aller se poser. Mmh. Pour Alors si alimenter par un oui, exemple, pardon, je te coupe Pascal, vas-y, mais vas-y. dans ce que tu dis, ça me fait toujours, très bizarre quand, des parents arrivent et me disent: «Oh mais j'étais, élève dans cet établissement, bah, ça n'a pas changé, hein?» Mmh mh. «Ah!» Et ben, c'est bien dommage que ça n'ait pas changé, mais Oui. voilà, ça questionne, il y a autre chose sur lequel je voulais intervenir dans ce que tu as dit à propos de ce découpage des espaces et du temps et tu vois, tu donnais l'exemple de, l'enseignant qui ne va pas dans la cour de récréation, en tout cas pendant les temps de récréation et c'est vrai que c'est impressionnant ce découpage. Il y a le temps pour les apprentissages et il y a le temps pour la vie scolaire. C'est vraiment des temps, découpés qui ne se croisent pas et voilà, ça questionne aussi, Oui, oui, mais c'est effectivement. d'ailleurs, l'expression vie scolaire, elle est Je assez doutais que étrange tu allais rebondir sur ça. parce que si les apprentissages ne font pas partie de la vie scolaire, je me demande ce qu'est la vie scolaire, hein, mais là aussi, je trouve que les échanges entre, CPE, assistants d'éducation et enseignants,
sont trop rares finalement, hein, et et chacun a son petit monde, son petit en fait, chacun va voir l'établissement avec son regard et par son entrée et je crois que pour essayer d'avancer collectivement, beh, il faut partager ça déjà. Il faut, alors moi je suis dans une situation très, très favorable et facile puisque je viens de l'extérieur et justement mon boulot quand je suis dans un établissement scolaire, ça va être de partager. Partager avec la personne qui fait le ménage, partager, avec l'assistant d'éducation, partager avec le prof, partager avec les élèves, l leur vision de l'établissement. Mais en fait, il faut que tous ces gens-là partagent cela, entre eux. Mmh. Tout à fait, oui. Et alors, on en a parlé tout à l'heure, le voilà, le rapport et comment travailler, également avec, la collectivité, comment un chef d'établissement peut justifier, la nécessité, d'investissement sur le bien-être par l'architecture, par, les aménagements des espaces auprès de la collectivité, des collectivités, en utilisant des arguments, factuels et stratégiques. Eh bien, je ne sais pas répondre à cette question, D'accord. Valérie. Non, mais Parce que c'est un acteur majeur quand on parle bien évidemment, de bien évidemment. communauté et de mobiliser, il faut dès le départ, travailler avec la collectivité. Oui, c'est certain, mais je dirais que, hormis, mentionner, le fait que, heu une multitude de travaux montrent que, bien vivre dans un établissement scolaire, c'est mieux apprendre, c'est, limiter, les problèmes. Je ne vois pas, comment convaincre la collectivité et les collectivités, elles sont souvent un peu, un peu frileuses. Alors parfois, on rencontre des gens incroyables qui ont envie, de changer les choses, d'expérimenter, même s'il faut pas trop utiliser le mot expérimenter parce que les parents vont ensuite se dire qu'on prend leurs enfants pour des cobayes. Mais en tout cas, faire autrement, que ce qu'on fait, depuis toujours dans le monde du «c'est comme ça». Hem, donc il y a en effet des gens qui sont, tout à fait étonnants, mais globalement, c'est comment dépenser, le moins d'argent possible, en étant dans un cadre habituel, hein. Je je participe, de temps en temps à des concours, avec des architectes. Il y a beaucoup de très belles idées qui circulent et puis à un moment donné, on se dit: «Mais pour gagner le concours, ben, il faut peut-être être plus conventionnel». Et puis en réalité, je pense que en alors je sais bien que le fonctionnement dominant, mais je crois qu'il est problématique finalement de livrer un très bel établissement, au sens, avec des espaces différents à une équipe qui n'a rien demandé. Heu et je crois que cette idée de co-construction, bah, elle est là déjà et là c'est un un travail culturel à entreprendre. Mais bon, la situation la plus fréquente quand même, et finalement ce sur quoi tu m'interroges, c'est l'établissement est là, qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Et je crois que là, le travail de co-construction du projet avec, les représentants des collectivités, parce que je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais c'est ta question qui les ramène, dans le jeu et tu as tout à fait raison, qu'ils soient là aussi, hein, bah, c'est la seule solution pour que tout le monde, voit l'intérêt qu'il y a à à améliorer les espaces scolaires. Mmh. Oui, oui, j'allais revenir effectivement sur la question de cette, co-construction et la collectivité, doit faire partie, de la réflexion qui serait menée à l'échelle de l'établissement. Alors, pour conclure, cette, partie, Pascal, quel serait d'après toi, en fait, le premier pas à faire pour inscrire, l'architecture, pardon, dans le projet d'établissement?
au service du bien-être? Le premier pas à faire, alors je pense que le peut-être la 1re chose, c'est, sensibiliser, les personnes à ces questions-là et les sensibiliser, ben, éventuellement par, bon, quelque chose que j'apprécie assez, c'est un petit travail d'enquête, hein. Simplement faire passer un questionnaire, à tous les habitants de l'établissement, hem, avec, quelques questions, simples du genre, si vous aviez une baguette magique pour, changer 3 choses dans l'établissement, quelles seraient ces 3 choses, hein? Donc faire sensibiliser, hein, je crois, à cela. Après inscrire dans le projet d'établissement, ben, c'est la volonté, collective. Enfin, je ne sais pas comment, on peut faire autrement qu'en décidant de le faire. Mais le travail de sensibilisation, il me paraît important et Le fait je d'inscrire reviens cette encore à cette idée question, de pardon, le oui, fait vas-y. d'inscrire cette question, dans le projet d'établissement, tu vois, ça permet aussi, d'inscrire une temporalité Tout à et fait. on en parlait tout à l'heure avec la question de la voilà, accompagner les changements et cetera. Ça ne se fait pas effectivement en un claquement de doigts, mais du coup, le projet d'établissement, pourrait permettre aussi que, quand les équipes partent, tu en parlais tout à l'heure, quand, Mmh. le chef d'établissement, va dans un autre établissement, d'avoir ce fil rouge aussi. Oui. Oui, oui, tout à fait. Et c'est en ce sens-là que le passage par le projet d'établissement est essentiel parce que justement, comme tu l'as dit, heu, les équipes ne sont pas, et ça c'est un vrai souci, hein. Les équipes changent, enfin c'est un vrai souci, c'est tout à fait légitime, hein, que les personnes, puissent changer d'affectation. Mais, on a besoin d'inscrire les choses quand même un petit peu dans le temps et je crois que Pa parmi les réponses qui ont été données depuis bien longtemps par les architectes, il y a l'idée de la flexibilité. C'est-à-dire, faire des projets qui soient suffisamment ouverts pour que, chacun puisse s'y retrouver en fonction de son type de pratique. Hem et bizarrement, c'est pas ce qu'on fait. C'est-à-dire que les projets sont pas très ouverts. On continue à construire, des cubes, hein, de 60 carrés au sol, alignés et empilés, les uns sur les autres. En fait, on n'est pas beaucoup dans cette logique du flexible. Mais comme le modèle en question, c'est le modèle traditionnel qui a toujours été là, eh bien, on s'y adapte et d'une certaine manière, ce modèle va ensuite légitimer des pratiques, ce qui est un vrai enjeu et un vrai problème. Donc peut-être que la 1re chose, c'est un peu de oui, un peu de flexibilité et sortir, d'une architecture qui serait, hyper fonctionnaliste, hein, où chaque lieu est dédié à une fonction, pour faire que, plusieurs fonctions puissent se succéder ou cohabiter, dans le même lieu. Les architectes ont des réponses, hein, à cela. Mmh mh. Alors justement, si on imagine, Pascal, que j'arrive dans un établissement, dont je vais avoir, la charge, la 1re question que je peux me poser, c'est la question du diagnostic. Comment diagnostiquer rapidement, les points noirs de mon établissement? Et du coup, j'ai cette question à te poser, quels seraient les 3 facteurs, invisibles qui ont le plus fort impact négatif sur, la fatigue, le bien vivre ensemble, la concentration? Je À quoi reviens à est-ce ceux que que je je dois citais faire tout à l'heure. attention? Oui, je reviens à ceux que je citais tout à l'heure. Le 1er facteur, c'est la densité, Intensité, ouais. le 2e, c'est le bruit et le 3e, c'est la lumière. Vraiment 3 facteurs absolument essentiels. Donc comment,
éviter, les zones de trop forte densité, comment limiter le bruit et comment, favoriser la lumière naturelle. Mais, tu vois, c'est parfois compliqué d'agir sur ces points noirs, sur ces points noirs là, et en particulier la question de la lumière. On va pas, faire des trous dans les murs pour avoir, de la lumière naturelle s'il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, ce sont 3 paramètres qui sont absolument essentiels et pour essayer de diagnostiquer rapidement, il y a 2 solutions finalement pour essayer de diagnostiquer rapidement les points noirs d'un établissement scolaire. Au passage, d'un établissement à l'autre, ce sont souvent les mêmes, hein. Hem, mais après, il y a des spécificités, mais pour identifier plus rapidement ces spécificités, bah, soit, on a une expertise extérieure, hein, quelqu'un qui vient et avec un autre regard et qui va passer du temps à faire des entretiens et à observer. Soit on fait une petite enquête en interne, hein, auprès des élèves et auprès des enseignants, auprès du personnel. Hem, c'est mais en tout cas, en se centrant peut-être sur les 3 facteurs que j'évoquais et puis après, le quatrième, ça serait la qualité des aménagements, hein. Est-ce qu'il y a des éléments de décoration? Je suis toujours frappé, de voir, que ces éléments de décoration, sont, souvent, mis en avant par les élèves dans leurs critères d'appréciation des lieux. Hem et que qu'il y a beaucoup de lieux scolaires dans lesquels il y a pas d'éléments de décoration ou très peu, hein et si je prends décoration au sens le plus basique, avec, ce qui pourrait être des affichages sur les murs, par exemple. En fait, les seuls affichages qui sont sur les murs, ce sont des interdits, parfois. Donc voilà, c'est pas très engageant. Et alors j'en profite pour ajouter, autre chose parce que, c'est une question qui revient souvent dans les échanges avec des chefs d'établissement, qui me disent: «Mais c'est bien beau, mais si on met, de la déco, si on met, des poufs, des fauteuils, bah, ça va être dégradé». Donc comment on fait? Enfin, c'est voilà, il faut que tout soit, hyper solide, hein, parce que ça va être dégradé et quand on pensait le mobilier scolaire à la fin du 19e siècle, une des premières préoccupations des vendeurs et des acheteurs, c'était: «Est-ce que c'est solide?» Parce que à la fin du 19e siècle, les élèves, et je l'ai lu souvent, avaient en eux, le gène de la destruction, hein. Les élèves détruisaient. Non, je dis ça au passage parce que c'est il y a toujours ce couplet du «c'était mieux avant», mais au 19e siècle, on déplorait les dégradations dans les établissements scolaires et le fait que les élèves ne respectent pas le matériel et cetera. C'est comme, c'est comme la discipline et comme, le bruit, voilà. On croit toujours qu'on vit une époque terrible, mais, c'est ça pouvait être la même chose auparavant. Donc, oui, par rapport à cette question de la destruction ou des choses qui vont se dégrader ou être dégradées. Alors je dirais plusieurs choses, hein, la première, c'est que inévitablement quand on a 500, 600, 800, 1000, 2000 personnes, dans un lieu et bien ça se dégrade. C'est inévitable que les choses se dégradent. Par exemple, les cours végétalisés avec de l'herbe, eh bien ça devient vite des cours, avec de la terre. Parce que l'herbe simplement ne résiste pas, hein, au passage répété, de centaines de centaines d'élèves. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on on respecte plus, ce qui nous concerne, ce qui est «à nous» entre guillemets et je reviens au faible sentiment d'appartenance aux établissements scolaires.
Si le sentiment d'appartenance était plus fort, il y aurait sans doute moins de dégradation. Et puis il y a aussi un autre élément bien connu, c'est que plus c'est dégradé, plus on dégrade. Hem, alors bon, ça marche pas toujours, mais n'empêche que ça peut fonctionner et c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait de dire que dans un établissement scolaire, il faut que les gens se parlent et il faut que les personnes qui font l'entretien des établissements ne soient pas des gens invisibles, qui sont là, aux heures creuses, et qui vont, nettoyer ce qui a été sali. Heu, je trouve que c'est à la fois un manque de considération pour ces personnes et puis, puisqu'on parle souvent de citoyenneté, eh bien, une démarche peut-être, citoyenne, de penser que, ben, enfin, on fait ça à l'extérieur de l'école, hein, on pourrait le faire plus à l'intérieur qu'un papier, jeté, c'est un papier que quelqu'un devra ramasser, que voilà. Et puis le troisième élément que je voulais ajouter par rapport à cette question des incivilités, je vais le dire comme ça, et qui est très frappant dans un établissement scolaire, c'est, heu, alors d'une part, que les règles soient les mêmes, quel que soit son âge. C'est-à-dire, par exemple, dans un collège, on a des enfants de 10 ans, hein, s'ils sont de la fin de l'année, ils peuvent avoir 10 ans quand ils rentrent en sixième, et d'autres qui ont 15 voire 16 ans, quand ils sont en troisième. Et les règles sont les mêmes, pour les petits comme pour les grands. Peut-être que, en fonction, d'une maturité croissante, les règles pourraient, évoluer aussi. Alors et quand je dis que les règles sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on va aligner, la règle, pour les 16 ans sur la règle pour les 10 ans. Hein, on va pas le faire dans l'autre sens et ça, c'est problématique. L'autre point par rapport à cette non-discrimination, ou cette non-différenciation, c'est le fait que les les, mmh, les contraintes, ou ce qui est dans le règlement intérieur, s'appliquent à tous les élèves alors que, ça ne pourrait ou ça ne devrait s'appliquer qu'à un petit pourcentage d'élèves. C'est-à-dire que globalement, on peut faire confiance à l'immense majorité des élèves et puis il y a des élèves à qui temporairement ou malheureusement de manière plus durable, on ne peut pas faire confiance. Mais comme on ne peut pas faire confiance à tous, on ne fait confiance à personne. Et je trouve dommage souvent que dans les établissements scolaires, on n'arrive pas à différencier, hein, en fonction des comportements. Ce qu'on fait parfois dans le primaire et ce qu'on fait dans les pédagogies alternatives parfois, avec des droits, qui sont octroyés en fonction de son comportement. Donc là, il y a peut-être une piste aussi, je je reboucle avec la question des dégradations. Mmh. Oui, oui, je vois bien le lien, que tu veux y faire et quand tu parles du sentiment d'appartenance, tu as insisté tout à l'heure, sur les instances, comme le CVC, où effectivement, la réflexion peut être menée. Alors, pour aborder notre, dernière, partie et faire un focus sur, ce qu'on pourrait appeler ce qui s'appelle, les espaces oubliés. On peut penser aux préaux, tu les as nommés tout à l'heure, les couloirs, les cages d'escalier. Tu n'as pas encore parlé, mais je suis sûre que tu vas le faire, les toilettes. Si on pense à ces lieux-là qui sont quand même des lieux, tu l'as dit tout à l'heure, de tension, comment, l'architecture, la couleur, le mobilier, tu as parlé décoration, peuvent-elles transformer ces zones de passage, en espaces, d'apprentissage informel, de ressourcement pour les élèves, de lieux d'échange, avec les personnels? Tu viens de parler des personnels, techniques. Comment faire avec ces espaces, oubliés? Mmh. Alors, ça dépend beaucoup de la manière dont ils sont, organisés dans les établissements, hein. Quand on a un couloir étroit, il n'y a pas grand-chose à faire pour le transformer, on va pas encombrer un couloir étroit. Hem, Sinon mmh, de réfléchir sur la densité du coup.
Alors de Ça réfléchir permettrait sur les ça. flux, oui, ça c'est Mmh. autre chose. Oui. Mais, mais dans un certain nombre d'établissements que je visite, hein, je vois des couloirs, qui sont assez larges avec des décrochements, avec des coins où on pourrait probablement, heu, placer des aménagements, à condition que ces espaces soient accessibles, aux élèves ou au moins à certains élèves ou au moins à certains moments de la journée, hein, très souvent, on n'a pas le droit de rester dans les couloirs. Donc on va dans les toilettes, hein. Enfin, il y a des choses comme ça. J'ai fait des entretiens la semaine dernière, heu, dans un collège. Pourquoi les élèves vont dans les toilettes? Pas pour aller aux toilettes. Ils vont dans les toilettes pour, discuter, pour être un peu loin des adultes, hein. C'est le seul lieu finalement où les adultes ne les voient pas. Ils y vont parce qu'il fait chaud, hein. La semaine dernière, il y avait un petit coup de froid et comme les élèves n'ont pas le droit de rester à l'intérieur, ben, ils sont dans la cour et ils vont aux toilettes parce qu'il fait chaud, et puis pour regarder leur portable. Puisque la loi étant venue s'empiler sur la précédente, loi, bon, en réalité, je d'après ce que j'ai vu, la plupart des élèves de collège ont leur portable avec eux et allumé. Heu, la principale différence, c'est qu'ils ils sont obligés d'être encore plus discrets qu'avant, mais ils ont des stratégies assez efficaces, hein, pour tout ça. Donc, tu vois, la question des couloirs, bah, elle se reporte aux toilettes et on pourrait, penser que s'il y avait des lieux alternatifs où les élèves puissent être au chaud, puissent être, tranquilles, bah, ça se passerait moins dans les toilettes. Alors ça veut pas dire qu'on va tout régler, hein, mais c'est vraiment le serpent de mer, quoi. C'est la je je n'ai pas une réunion, une conférence, une communication sur le sujet sans qu'on parle, de la question des toilettes. Question au passage qui avait été résolue, notamment, enfin chez des pédagogues freinais, dans des écoles freinais où il y avait une toilette par salle de classe, hem et non pas, des rangées de toilettes, dans la cour, hein. Et de toute façon, très souvent, si on regarde le nombre de toilettes et le nombre d'élèves, les élèves n'ont pas le temps d'aller, tous aux toilettes. Mais c'est bon, c'est une question fatigante finalement parce que on ne la règle jamais. J'étais dans un établissement il y a quelque temps où il y avait du côté des garçons des urinoirs qui n'étaient pas, séparés les uns des autres par une petite, cloison. Des gamins de 12 ans, 13 ans, c'est pas possible pour eux. Il y a des élèves qui vont se retenir d'aller aux toilettes, toute la journée à cause de ça, parce que, cette question, de la pudeur, enfin, on je trouve que c'est fait parfois en dépit du bon sens, quoi. Mmh. Oui, de la pudeur et tu l'as cité tout à l'heure, la question de l'intimité, la question des corps. Enfin, on voit bien, qu'on tourne autour de cette question effectivement de, comment habiter, ces espaces, comment, voilà, pourquoi, tant cloisonner aussi, les espaces, scolaires avec, l'extérieur. On a l'impression qu'on parle, de quelqu'un d'autre, en fait, quand on parle, des élèves, et quelle vie ils ont à l'extérieur, enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet. Si on revient à ces espaces, oubliés, heu, pour celles et ceux, des chefs d'établissement qui nous écoutent, qui voudraient, agir immédiatement, même si on a dit qu'il y avait une temporalité, une réflexion, longue à avoir. Quelles pourraient être les 3 choses que tu pourrais conseiller d'adopter, rapidement, pour donner une nouvelle âme, à un espace, délaissé? Bah, la première chose que je dirais peut-être, c'est, un peu de confort. Un peu de confort, donc des assises, c'est pas toujours confortable un établissement scolaire, hein, pour les élèves. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'ils font avec, hein, et même parfois ils ne songeraient pas à demander, un peu plus de confort. Et quand je leur dis: «Mais
Peut-être qu'on pourrait mettre un canapé par ici. Souvent, la première réaction des c'est: «Mais c'est possible ça?» Comme si, c'était interdit, hein, qu'il y ait un lieu pour s'asseoir un peu confortablement, quoi. Donc, moi, je mettrais, peut-être ça en avant, un peu de confort. Le 2e point, je vais revenir à ce que je disais précédemment, hem, des des autorisations et des possibles qui puissent être différenciés selon les âges et peut-être selon les élèves. Hem, Interdire à tous, j'en ai encore eu une illustration il y a quelque temps. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis parmi les chefs d'établissement, mais l'illustration, c'était un problème dans les toilettes, comme souvent, des dégradations et les toilettes sont fermées. On ferme les toilettes. Alors, je peux comprendre, je peux comprendre en partie l'exaspération, un boulot de chef d'établissement qui est dur, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais, heu, c'est problématique, hein, fermer les toilettes pour tout le monde alors que quelques imbéciles ont ont fait des dégradations, c'est violent, quoi. Donc je pense que, hem, essayer de peut-être de différencier, les droits, ça serait pour moi une deuxième piste. Après la question du confort et alors sur un tout autre registre, pour moi, une troisième piste, c'est d'écouter les élèves et d'écouter les profs et d'écouter les personnels et d'avoir des échanges parce qu'il y a des propositions, qui sont faites. Mmh. De Mmh, co-construire, quoi. de co-construire, oui, tout à fait. Mais alors, bon, c'est pas tout à fait compatible avec le vite, hein, mais Oui. il y a des petites choses qui peuvent parfois être faites rapidement. Hem, Si on demande, si on fait une enquête auprès des élèves, on va voir ressortir ou des enseignants, pardon, on va voir ressortir, des éléments, bon, qui vont relever du long terme. Là, on se dit: «Il faut de l'argent, il faut beaucoup de choses», puis d'autres qui peuvent être, mis en œuvre rapidement. J'étais dans un collège dans lequel il y avait une zone arborée, qui était, fermée par une palissade, quoi, et une des demandes des élèves et des AED d'ailleurs, bah, c'était d'enlever la palissade pour que les élèves puissent accéder à cette zone arborée. Alors l'herbe aurait très rapidement disparu, mais les arbres, non, et voilà, ça fait un petit terrain de jeu en plus dans l'établissement scolaire. C'était pas très compliqué. Ou, autre exemple, en collège, l'ouverture du foyer. Le foyer qui était ouvert 2 heures par semaine ou enfin, j'exagère peut-être un peu, mais quelques 2 temps de midi par semaine, hein, donc ça faisait, ouais, peut-être 4 heures, allez, 4 heures par semaine quand l'animateur était là. On pourrait imaginer que les troisièmes, les plus grands du collège, aient, par classe peut-être, un accès, sous la responsabilité de cette classe, à d'autres moments. Alors bien sûr, hein, ça va pas forcément marcher, mais c'est un travail sur l'autonomie que je trouve, intéressant. Finalement, on parle beaucoup d'autonomie, heu, hein, l'apprentissage de l'autonomie à l'école, mais je crois qu'on n'apprend pas l'autonomie, heu, à l'école. On apprend à se débrouiller avec des contraintes, mais on n'apprend pas l'autonomie. Oui. Et on en arrive déjà à la conclusion, de notre entretien, Pascal. Je rappelle, tu es, géographe, spécialiste de la géographie des espaces, scolaires, auteur également, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et je vais te donner, déjà le mot de la fin. Je dis déjà parce que ces échanges sont passionnants. Je te laisse donc, le mot de la fin. Alors c'est dommage parce que je viens de le faire en fait, le mot de la fin. J'ai anticipé, je voulais parler de cette question de l'autonomie justement, qui avait un vrai projet, un vrai travail à faire, hein, par rapport
par rapport à cela, comment, progressivement, rendre les élèves plus autonomes, et comment passer, d'une école de la défiance à une véritable école de la confiance, hein. Ce serait ça peut-être, le mot de la fin. Merci beaucoup Pascal et bonne réflexion à toutes et tous. Merci.